l'histoire du Donbass, la revue Nouvelle, numéro 4 2015, de Giuseppe Peri, du CIERLU à Bruxelles. Cependant, il n'existe actuellement aucune région de l'Ukraine où les Ukrainiens ne sont pas la majorité de la population, à l'exception de la Crimée, et toutes les régions, en 1991, ont voté en majeure partie pour l'indépendance de l'Ukraine, 54% en Crimée, atteignant toujours des taux plus élevés que le nombre de résidents d'appartenance ethnique ukrainienne. Grâce au vote favorable de nombreux Russes, dans la région de Donetsk 77% des habitants étaient pour l'indépendance, 84% dans celle de Louhansk et 85% à Odessa. Le recensement ukrainien de 2001 atteste que dans l'oblast de Louhansk, les districts ukrainophones sont un peu moins nombreux que les russophones, tandis que dans la ville de Louhansk et dans les districts les plus densément peuplés prévalent les russophones, dont le nombre total s'élevait à 87% des habitants de l'ensemble de l'oblast. On a à peu près la même situation dans l'oblast de Donetsk, c'est-à-dire que dans le Donbass la campagne est ukrainophone, tandis que les villes sont russophones. Du point de vue ethnique, la situation est beaucoup plus équilibrée. En 1989, les Russes du Donbass avaient atteint 44% de la population, mais, en raison du mouvement de retour en Russie qui a touché toutes les anciennes républiques soviétiques et de la mobilité vers la capitale Kiev, les derniers recensements montrent que, dans le Donbass, les Russes représentent maintenant 38 à 39% de la population. Dans les villes, par exemple, à Donetsk, ils représentent 48,15% des habitants et les Ukrainiens 46,65%. D'autres nationalités sont peu présentes. Il y a environ 80 000 Grecs concentrés dans l'oblast de Donetsk, 1,6% de la population, en particulier dans la région de Marioupol, la ville industrielle donnant sur la mer d'Azov. Ils ont été durement persécutés par Staline pendant la guerre. On compte également 60 000 Biélorusses, 30 000 Tatars, 25 000 Arméniens, 9 000 Juifs et 8 000 Azerbaïdjanais. Les deux derniers groupes sont présents seulement dans l'oblast de Donetsk. Dans le reste de l'Ukraine sud-orientale, ces relations se modifient en faveur des ukrainophones, avec un territoire plus vaste habité par les citoyens de langue ukrainienne et une majorité du total des russophones moins importante que les pourcentages du Donbass. Toutes ces données font comprendre que la question nationale et linguistique dans l'Ukraine sud-orientale n'a pas un caractère vraiment territorial, puisqu'on ne peut pas strictement parler de régions russophones ou encore moins de régions russes, et cela s'applique également au Donbass. Bien que le pourcentage total de russophones y soit très large, ce phénomène affaiblit considérablement, non seulement le sécessionnisme, qui, déjà faible en soi, mène des actions illégales et violentes, mais aussi le soi-disant fédéralisme. Le fédéralisme a été souvent agité, en effet, par les autorités russes et par leurs partisans pour contrôler et éventuellement bloquer le processus de prise de décision de l'État ukrainien. Il est possible d'interpréter cela comme une façon de nier le caractère ukrainien des régions avec une majorité de russophones, comme le Donbass. Il s'agit de régions dans lesquelles la langue ukrainienne, déjà en grande difficulté, pourrait succomber et disparaître sous le poids d'une administration locale totalement russifiée. Des enquêtes menées chaque année par l'Institut de sociologie de l'Académie des sciences à Kiev montrent que le pourcentage des Ukrainiens russophones qui se plaignent de discrimination linguistique a chuté de 8,6% en 1994 à 3,7% en 2012.
tandis que le nombre des ukrainophones qui se sentaient discriminés a augmenté, de 6,8% à 8,4%. Il s'agit en tout cas de pourcentages minimaux qui réfutent de façon spectaculaire les dangers présumés de discrimination linguistique en Ukraine. Une recherche de 2007 relative à l'utilisation de la langue, menée par le même institut, a établi qu'en Crimée et dans le Donbass le pourcentage de locuteurs qui utilisent seulement l'ukrainien dans la vie privée est de 11,8%. Une donnée qui descend à 8,6% si on se réfère à l'usage public, de surcroît, dans toute l'Ukraine. Le pourcentage de ceux qui utilisent uniquement l'ukrainien ou le surgique, un dialecte qui mélange l'ukrainien et le russe, correspond seulement à 57,2% des familles. Si l'on soustrait à cette donnée l'utilisation du surgique, l'ukrainien semble être une langue utilisée seulement par une minorité de la population totale. Le surdimensionnement de l'utilisation de la langue russe est confirmé par la donnée relative aux Ukrainiens de langue maternelle russe, qui s'élève à 29% de la population. Tandis que les Russes ethniques en Ukraine sont à environ 17%, par conséquent, la force inhérente à la langue russe est encore très puissante. Bien que les écoles donnant les cours uniquement en russe soient en diminution considérable en Ukraine, sauf dans le Donbass. Toutes ces données font réfléchir sur le caractère souvent instrumental des prétendues attaques à la liberté linguistique en Ukraine, ainsi, le caractère unique de l'ukrainien comme langue nationale. Adopté en 1989 par l'Ukraine soviétique et confirmé par le nouvel État indépendant, dont la constitution prévoit également la protection de la langue russe, est en fait une sorte de discrimination positive en faveur d'une entité désavantagée, a fortiori. Cela s'applique au Donbass. Cependant, la loi de 2012, Kolesnitchenko-Kivalov, voulue par le Parti des régions de Yanukovych, a accordé le statut de langue régionale à chaque langue parlée par plus de 10% des habitants des différentes régions. Le Parlement central avait voté pour l'abrogation de cette loi immédiatement après la fuite de Yanukovych en février 2014, mais elle n'a pas été promulguée par le chef d'État par intérim, Turchinov. Elle est donc toujours en vigueur en ce qui concerne l'économie et la production. Le Donbass, en particulier l'oblast de Donetsk, apporte une contribution importante 12,1% au produit intérieur brut de l'Ukraine, plus élevée que celle des régions de l'Ouest. Mais c'est une économie subventionnée en raison de l'obsolescence technologique de ses industries et de ses mines. Ainsi l'oblast de Donetsk a reçu en 2013 un tiers de tous les transferts du pouvoir central aux régions, tandis que les entreprises privées ont reçu des subventions et des remboursements d'un tiers supérieur aux impôts payés. Sur le front politique, le Donbass a joué un rôle important dans la vie de l'État ukrainien indépendant, contribuant de manière significative à l'élection du président Kuchma et de Yanukovych. Le Donbass est aussi la patrie et le centre d'activité économique de l'homme le plus riche d'Ukraine, Rinat Akhmetov, l'oligarque des oligarques, dont les profits proviennent presque entièrement de la gestion des industries du charbon et de la métallurgie de la région, privatisées, mais fortement subventionnées par l'État. Un sondage effectué peu après l'annexion de la Crimée en mars 2014 par le Pew Research Center montre que 70% de la population ukrainienne s'oppose à la sécession de l'Est. Même la majorité des russophones s'y opposent, 58%, alors que 27% d'entre eux sont favorables. En revanche, 61% des citoyens de la Fédération de Russie est désormais convaincu qu'il y a des régions d'Ukraine qui appartiennent à la Russie.
Ce sont des données qui mettent aussi en évidence les graves responsabilités des dirigeants russes qui ont voulu semer le conflit dans cette réalité très imbriquée, une réalité qui, surtout, avait suggéré elle-même de manière pacifique, pendant des siècles, tout en assurant une cohabitation à tous les groupes ethniques du Donbass. Par contre, la déstabilisation du Donbass a conduit à une guerre terrible et sanglante au cœur de l'Europe, une guerre qui risque de se transformer en un conflit de longue durée. Giuseppe Peri du CIERL, Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, Université libre de Bruxelles, ULB.